Maître Guy Jourdain, titulaire d'un baccalauréat en droit civil de l'Université de Montréal et d'un baccalauréat en common law de l'Université de Manitoba, est membre des barreaux du Manitoba et du Québec. Il a principalement travaillé dans des domaines qui allient le droit et la langue. Il a œuvré comme traducteur juridique, directeur de l'Institut Joseph Dubec, avocat, professeur de traduction et coordonnateur de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba, la GFM. De 2001 à 2012, il a occupé le poste de directeur général du secrétariat aux affaires francophones, où il agissait notamment à titre de conseiller auprès du ministre responsable des affaires francophones. De 2012 à 2015, il a dirigé le service de traduction juridique au ministre de la Justice du Manitoba. De 2015 à 2018, il a exercé la charge de représentant du commissaire aux langues officielles du Canada pour la région du Manitoba et de la Saskatchewan. En janvier 2019, il a bouclé la boucle en retournant à la GFM à titre du directeur général. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous en ce beau samedi matin du mois de juin. Je veux d'abord vous féliciter pour votre bravoure et votre courage d'être ici à 9 h pour assister à un atelier sur le sujet fascinant de la rédaction juridique. Ça fait juste 30 secondes que je suis ici, déjà je cause des problèmes. Pour briser la glace, ce matin, j'avais pensé de commencer par un petit jeu de mots. J'aime beaucoup les calembours. Il y en a qui trouvent que je fais des faces plates, mais en tout cas. Donc, j'ai intitulé ma présentation pour le mariage réussi du droit de la famille et de la rédaction juridique en français. C'est pas particulièrement drôle, mais en tout cas, c'est un bel effort. Alors, je vais, avant de passer à mon exposé comme tel, je vais prendre peut-être une minute ou deux pour parler de mon rôle principal ces jours-ci. Je suis directeur général de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba depuis janvier, donc seulement depuis quelques mois. Et donc, notre association, c'est un regroupement de professionnels du droit qui existe depuis déjà une trentaine d'années. C'est une association qui a été très active, particulièrement du point de vue de la revendication politique. Mais il y a 4 ou 5 ans, on a perdu notre financement fédéral pour nos activités de revendication et l'association est devenue essentiellement inactive pendant ces années-là. Mais là, comme vous le savez sans doute, dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles, il y a du financement nouveau, du financement de base à nouveau pour les associations de juristes. Donc, on a décidé de reprendre nos activités, de redémarrer nos activités. On exerce à nouveau notre mandat dans le domaine de la revendication politique, mais aussi on a pris sous notre aile le Centre InfoJustice, le Centre d'information juridique. Notre clientèle est formée en grande majorité, en très grande majorité d'immigrants récents. La plupart sont d'origine africaine et quand ils arrivent au Canada, au Manitoba, ils vivent un choc culturel absolument énorme. Ils ne connaissent pas du tout notre système juridique. Alors, on joue un rôle absolument essentiel pour les aider à s'intégrer au sein de la société canadienne. Donc, voilà ma petite plug pour l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. Maintenant, je vais passer à mon exposé au sujet de la rédaction juridique. Donc, vous avez à l'écran le plan de mon exposé. Je vais d'abord parler des différences principales entre le français et l'anglais sur le plan de leur mode d'expression.
Ensuite, je vais parler de la création de la terminologie française dans le common law. Je passerai ensuite au style de rédaction législative française en contexte de common law. Et ensuite, je parlerai des principaux outils de travail en matière de rédaction juridique, toujours en contexte de common law. Je parlerai d'abord des outils linguistiques de manière générale, et ensuite, je parlerai des outils plus particulièrement pour le domaine du droit de la famille. Ensuite, si le temps me permet, j'ai 3 modèles d'actes juridiques qu'on pourra distribuer et regarder ensemble. Ensuite, j'aimerais parler de certaines difficultés terminologiques dans le domaine du droit de la famille. Je voulais vous parler des nouvelles garanties linguistiques qui se trouvent dans le projet de loi C-78, mais Rénan hier m'a volé mon scoop, au moins à 2 reprises. Donc, ça serait, comme on dit en anglais, du overkill, si vous en parlez pour la 3e fois. Et à la toute fin, je vais vous laisser ma carte de visite, mes coordonnées, si jamais vous voulez communiquer avec moi pour quoi que ce soit. Donc, on passe tout de suite au premier sujet, les différences principales entre le français et l'anglais sur le plan de leur mode d'expression. C'est clair que lorsque on exerce dans le domaine de la common law et qu'on veut rédiger des documents en français juridique, on ne peut pas faire abstraction de l'anglais parce que l'anglais est omniprésent dans le domaine de la common law. Donc, c'est important qu'on comprenne la différence, les différences essentielles entre la façon d'exprimer sa pensée en français et en anglais. Alors, il y a des linguistes qui ont beaucoup réfléchi à ces questions-là, qui ont écrit des ouvrages dans le domaine de la stylistique comparée. Ce que j'ai essayé de faire dans ma présentation, c'est de vous donner les éléments essentiels. Une caractéristique vraiment fondamentale en ce qui concerne la différence entre le français et l'anglais, c'est que le français a tendance à fonctionner sur le plan de l'abstrait, ou ce que les auteurs appellent le plan de l'entendement, alors que l'anglais fonctionne beaucoup plus au ras des paquets, beaucoup plus proche du concret. Et ça se voit dans le vocabulaire. Par exemple, pour heart attack, qui est une expression très imagée, très colorée en anglais, on utilise en français l'expression crise cardiaque, qui est d'origine gréco-romaine et qui fait un peu une expression savante. Alors, la même chose pour eyewitness, c'est coloré, c'est imagé, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Témoin oculaire, ça fait plus savant, plus scientifique. Donc, cette différence entre l'abstrait et le concret se manifeste d'abord du point de vue du vocabulaire, mais ça se manifeste aussi dans la façon d'exprimer les idées. Alors, de manière générale, en français, on va énoncer le principe en premier, et après avoir énoncé les principes, ou le principe, la règle, ensuite on va parler des modalités ou des exceptions. L'anglais, lui, est plus préoccupé par la réalité immédiate. Donc, il va commencer tout de suite en disant sauf dans telle circonstance ou pourvu que, ou il va donner toutes les modalités d'abord, puis ensuite, il va énoncer le principe général. Alors, donc, quelques autres différences qui se manifestent dans la langue juridique, aussi dans la langue administrative. Donc, le français va favoriser une démarche qui va du général au particulier, ou du principe vers les modalités ou les exceptions, alors que l'anglais, comme je viens juste de l'indiquer, a tendance à se préoccuper immédiatement des détails ou des exceptions avant d'énoncer le principe ou la règle. Alors, par exemple, dans des textes législatifs, on va souvent trouver des dispositions qui commencent par notwithstanding ou subject to. Donc, on donne des détails, on donne des modalités d'abord et on énonce la règle en deuxième. Aussi, l'anglais a tendance à utiliser de longues énumérations, et ça, c'est un phénomène qui remonte au Moyen Âge. À l'époque, il y avait une lutte de pouvoir entre les tribunaux et le Parlement anglais ou le Parlement britannique. Alors, comme vous savez, la common law, c'est un droit jurisprudentiel, c'est les tribunaux qui élaborent le droit. On dit en anglais que it's judge-made law.
Alors, les tribunaux ont toujours été très jaloux de pouvoir d'élaborer le droit, de créer le droit. Et lorsque le Parlement anglais adoptait une loi, ou ce qu'on appelle en anglais a statute, les tribunaux avaient tendance à interpréter cette loi de manière très restrictive, de façon à donner aussi peu de pouvoir que possible au Parlement et à garder le maximum de pouvoir pour eux-mêmes. Et ce que le Parlement, ou ce que les députés anglais ou les parlementaires anglais faisaient en revanche, c'était de tout mettre un tas de détails dans la loi pour s'assurer de couvrir tous les angles. Donc, ça faisait des lois extrêmement détaillées, extrêmement touffues et très indigestibles, très difficiles à digérer. Encore aujourd'hui, ça se manifeste dans certaines énumérations qu'on va trouver dans les textes législatifs, où on va donner une série d'exemples ou une série de cas d'espèces, et on va finir par un terme très englobant, qu'on appelle souvent en anglais un catch-all word ou un catch-all phrase. J'ai un exemple qui est affiché à l'écran. Donc, pour le terme encumbrance, on pourrait avoir une définition du genre encumbrance means any mortgage, charge, pledge, lien, hypothecation, assignment by way of security or other security interest securing any obligation. Donc, vous voyez cette longue énumération où il y a des termes qui ont un sens très restreint et on finit par le principe général. Alors, cette façon d'appréhender la réalité est contraire au génie de la langue française ou est contraire à l'esprit français qui, lui, va avoir tendance à commencer par le principe général et ensuite va peut-être donner quelques illustrations, quelques exemples. Et donc, lorsqu'on fait de la rédaction juridique, on est un peu pris en deux feux parce qu'il faut, d'une part, respecter l'esprit de la Commandement et en même temps respecter le génie de la langue française. Et donc, au fil des années, on a élaboré des solutions de compromis qui permettent en quelque sorte de ménager la chèvre et le chou. Alors, ce qu'on va faire dans une énumération de ce genre-là en français, c'est qu'on va d'abord mentionner le terme le plus englobant, le plus large. Ensuite, on va utiliser une charnière du genre notamment ou tel que ou y compris. Puis là, on va donner une série d'exemples. En plus de ça, le français privilégie les tournures normales. Alors, j'ai donné un exemple qui est tiré de la langue quotidienne, la langue de tous les jours. Donc, en français, on dirait « Je t'appellerai à mon retour de vacances », alors qu'en anglais, on dirait plutôt « I will call you when I return from my holidays ». En plus de ça, le français emploie beaucoup plus souvent que l'anglais la voix active et il précise généralement l'agent de l'action. En anglais, souvent, comme vous le savez sans doute, on utilise des tournures passives et des tournures impersonnelles où on ne sait pas qui fait quoi. Un exemple, encore une fois, tiré de la langue quotidienne. En français, on dirait « Nous avons écrit cette lettre pour informer le public ». Alors qu'en anglais, on dirait « This letter was written to inform the public ». Donc, on ne sait pas qui a écrit la lettre, on ne sait pas qui a fait quoi. Et c'est comme en anglais, par exemple, dans les articles qu'on retrouve dans les revues juridiques, vous allez voir que tout est écrit à la voix passive. Alors, vous allez avoir des tournures du genre « This article was written, bla 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 », plutôt qu'en français, où on dirait « Nous avons écrit cet article » ou « J'ai écrit cet article ». Alors, à la lumière de tout ce que je viens de dire, il y a 3 règles d'or à observer. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais c'est 3 règles qui, à mon avis, encore une fois, permettent de respecter le génie de la langue française, mais permettent aussi d'alléger vos textes, de permettre à vos textes de respirer davantage. Ça augmente la fluidité de vos textes et aussi le caractère idiomatique des textes. Alors, la première règle, c'est d'utiliser généralement la voix active. Il y a des cas où la voix passive convient, mais si c'est possible, utilisez généralement la voix active et, encore une fois, dans toute la mesure du possible, préciser l'agent d'action, dites qui fait quoi. Ça aide beaucoup à comprendre, surtout quand on énonce des obligations.
Le deuxième point, c'est d'énoncer d'abord le principe et ensuite les modalités ou les exceptions. C'est beaucoup plus facile à comprendre quand on connaît la règle, ensuite de passer aux modalités ou aux exceptions. Et la troisième règle, et j'en ai déjà parlé, mais donc dans le cas d'une énumération, faites figurer en premier ce qu'on appelle le terme générique ou le terme le plus englobant. Ensuite, vous pouvez utiliser une charnière du genre, y compris notamment tel que, et ensuite donner des exemples, des illustrations ou des cas d'espèce. Un exemple de ce type de formulation-là, c'est les établissements financiers, virgule, y compris les banques, les caisses populaires, les sociétés de fiducie. Alors qu'en anglais, on aurait plutôt tendance à dire quelque chose du genre banks, credit unions, trust corporations and financial institutions. Donc on mettrait en anglais le terme englobant, le terme générique à la fin. Bon, maintenant je passe à un autre sujet, la création de la terminologie française d'accommodement. Et je voudrais mentionner que Rénal, au Centre canadien de française juridique, et ses collègues, à chaque année, fêtent la bataille de Hastings, où Guillaume le Conquérant a conquis l'Angleterre. Alors, je veux remonter pendant un moment Guillaume le Conquérant. Alors, comme vous savez, à la bataille de Hastings, Guillaume le Conquérant a gagné cette bataille, et ça c'était en 1066, c'est pas hier. Et il a installé en Angleterre toute une aristocratie, toute une noblesse d'expression française. C'était principalement des Normands, mais pas exclusivement des Normands. Et pendant une période de 2 ou 3 siècles, toutes les couches supérieures en Angleterre parlaient le français, particulièrement l'anglo-normand. Et à cette époque-là, on a créé des cours royales qui se promenaient un petit peu partout en Angleterre dans le but de créer un système de droit uniforme, un système de droit qui était commun pour tout le pays. Et en normand, on a appelé ça la commune lay. Et la commune lay, par la suite, est devenue, bien sûr, l'accommodement. Et donc, tous les concepts fondamentaux de l'accommodement ont été élaborés par ces tribunaux ambulants ou itinérants en français, en normand. Et il y a une très, très grande partie de la terminologie de l'accommodement qui est d'origine française. Alors, des mots comme des mots de base, comme plaintiff, defendant, claim, court, minister, tout ça, ce sont des mots qui sont d'origine française ou d'origine latine qui sont passés à l'anglais via l'anglo-normand. Alors, dans le vocabulaire, la terminologie de l'accommodement, il y a une influence française très, très forte. Mais c'est des mots qui sont vieillis. Par exemple, il y a encore certains mots de vieux français qui font partie de la langue juridique anglaise, comme s'estuie que trust, ou encore en vendre sa mère. Et encore aujourd'hui, quand des lois anglaises sont adoptées, quand la reine signe, ce qui précède la signature de la reine, c'est les mots « la reine le veut ». Mais veut, V-E-U-L-T, à l'ancienne. Donc, tout ça pour en dire à dire que la langue française a eu une influence profonde sur la langue de l'accommodement. Et par contre, c'est une langue qui est vieille. Ça remonte au début du Moyen Âge. Alors, en 1969, quand le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a adopté la loi sur les langues officielles, il n'y avait pas de terminologie française de l'accommodement en droit privé. Parce que, comme vous savez, au Québec, il y a un système civiliste d'inspiration française qui s'applique. Donc, au Québec, ils ont leur code civil qui utilise sa propre terminologie, à la fois en français et en anglais. Mais dans un ressort de commandement au Canada, il n'y avait jamais eu de loi en français pour les domaines du droit privé, c'est-à-dire les contrats, les délits, etc. Donc, il a fallu créer une terminologie de toutes pièces. Et c'était une grosse commande, comme on dit. Et au courant des années 70,
il y a d'autres provinces qui ont commencé à embarquer. L'Ontario, par exemple, a commencé à adopter une certaine partie de ses lois dans les 2 langues officielles. Au Manitoba, à partir du début des années 80, après l'affaire Forêt, l'Assemblée législative provinciale a commencé à adopter ses lois dans les 2 langues officielles. Et on n'avait pas de vocabulaire, on n'avait pas de terminologie, on n'avait pas d'outils de travail pour pouvoir rédiger la version française des lois dans une terminologie qui respecte à la fois les concepts de la common law et l'esprit de la langue française. Donc, à l'époque, il y a un programme fédéral qui a été créé, qui s'appelait le Programme national de l'administration de justice dans les 2 langues officielles, ou le PAJLO. Et ce programme-là avait plusieurs volets, mais un des volets, c'était la création d'une terminologie française normalisée pour la common law. Donc, il y avait des représentants de différentes provinces qui s'assoyaient ensemble et qui s'entendaient sur la terminologie à utiliser. Bon, l'écran s'endort. C'est assez Guy, il y avait quand même le vocabulaire développé au niveau fédéral depuis 1867 oui. Pour les lois bilingues. Oui, tu as entièrement raison, Roger, mais de manière générale, c'est un vocabulaire qui s'appliquait en matière de droit public et non pas en matière de droit privé. Il y avait certaines exceptions, comme par exemple dans la loi sur la faillite, on retrouvait plusieurs concepts de droit privé, mais ce que le législateur fédéral avait tendance à faire à cette époque-là, même jusqu'à récemment, c'était de se servir d'une terminologie civiliste dans la version française des lois fédérales. Et ça ne respectait pas toujours l'esprit de la common law. Alors, je voudrais donner quelques exemples de termes dont l'équivalent français a été normalisé, juste pour vous faire voir que différentes solutions ont été retenues selon les circonstances. Alors, par exemple, pour le terme mortgage, on s'est posé la question. Mortgage, c'est du vieux français, c'est mortgage. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on ressuscite le vieux mot français mortgage ou est-ce qu'on utilise le terme hypothèque, c'est un terme civiliste, mais qui était déjà employé beaucoup par les francophones, que ce soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba. Et évidemment, je vais vous faire grâce à tout le raisonnement, mais en bout de piste, on a décidé de retenir l'équivalent hypothèque. Ensuite, pour la question de real and personal property, il y a eu tout un débat là-dessus. Il y a même des provinces qui ont retenu des solutions différentes. Mais en common law, il y a la paire real and personal property, mais il y a aussi la paire movable and immovable property. Alors, la crainte que certains avaient, c'était que si on rendait real and personal property par bien meuble et bien immeuble, là, on n'avait plus rien pour rendre movable and immovable property. Donc, en bout de piste, la décision qui a été prise, c'est de rendre real property par bien réel, et personal property par bien personnel, et on rend évidemment movable property et immovable property par meuble et immeuble. Pour le terme bailment, c'est un concept qui existe en common law, qui n'existe pas du tout en droit civil, et ça vient du vieux mot français bâillement, pas bailler au cornet, mais dans le sens de donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Dans l'expression bailleur de fonds, le mot bailler est encore utilisé dans ce sens particulier. Donc, on a décidé de ressusciter le vieux mot français bâillement. Et dans le cas de estoppel, souvent on parle du fameux panneau arrêt stop. Alors, juste un petit mot là-dessus. Stop ou stomp en anglais, ça vient du vieux mot français estopper. Alors, quand il y avait un trou dans un bateau, on mettait de l'étoupe dans le trou. Donc, on étoupait le trou ou le bateau pour bloquer l'eau, pour empêcher l'eau de passer, pour arrêter l'eau.
Donc le mot stopper avait ce sens de bloquer, arrêter. Et le mot stopper, au fil des années, est passé à l'anglais sous la forme de stop et aussi sous la forme de estampon en droit. Donc, on aurait pu, d'un point de vue théorique ou conceptuel, ressusciter estoppel, ça fait tout à fait français. En fait, toujours, moi je trouve ça charmant. Mais on a décidé plutôt de retenir préclusion, qui était déjà utilisée comme équivalent de estampel en matière de droit international public. Donc, comme vous voyez, dépendant des termes, dépendant de leur histoire, dépendant de ce qui existait déjà comme équivalent, on a pris des décisions différentes. Alors, c'est un travail qui a commencé au début des années 80 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Il y a plusieurs vocabulaires qui ont été publiés dans différents domaines. On trouve dans le domaine de la preuve, dans le domaine du droit de la famille, du droit des contrats, du droit des délits. Je vais parler de ça en plus grand détail tout à l'heure. Alors maintenant, le style de rédaction législative française en contexte common law. Roger vient juste de parler de la loi constitutionnelle de 1867. À l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, on prévoit que le Parlement fédéral et ce qu'on appelle maintenant l'Assemblée nationale du Québec, ou à l'époque la législature du Québec, devaient adopter leur loi à la fois en français et en anglais. Donc c'est une obligation qui remonte jusqu'au début de la Fédération canadienne. Dans l'Ouest canadien, dans les années qui ont suivi la Fédération canadienne, il y a des tentatives qui ont été faites. Certaines ont fonctionné, d'autres moins bien. Alors, dans le cas du Manitoba, on a l'article 23 de la loi 1870 sur le Manitoba, qui est une copie presque conforme de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, donc qui prévoit le bilinguisme des lois et des tribunaux au Manitoba. Malheureusement, cette loi-là a été, pas cette loi-là, mais cet article-là a été aboli inconstitutionnellement en 1890 en vertu d'une loi qui s'appelait The Official Language, language au singulier, The Official Language Act. Et dans le cas de ce qu'on appelait à l'époque les territoires du Nord-Ouest, donc la Saskatchewan, l'Alberta, les territoires nordiques, en 1877, le Parlement canadien avait adopté une disposition qui prévoyait aussi le bilinguisme des lois et des tribunaux, et il y a eu une longue contestation judiciaire. Roger Lepage a joué un grand rôle dans le cadre des deux causes qui ont porté là-dessus, l'affaire Mercure et l'affaire plus récente, l'affaire de Caron, qui c'était une cause qui venait de l'Alberta, donc vous connaissez sans doute très bien. Donc, il y avait au début de la Fédération, dans les années 1870 jusqu'à 1890, des efforts pour instituer le bilinguisme législatif, à la fois au niveau fédéral, au niveau du Québec et dans l'Ouest canadien. Par contre, malheureusement, la version française des lois était généralement le pâle reflet de la version anglaise des lois. C'était une traduction servile, une traduction mot à mot. Même dans les années 70 au niveau fédéral, les lois ou les projets de loi étaient rédigés d'abord en anglais par des rédacteurs législatifs à Justice Canada, et ensuite les lois étaient acheminées à des traducteurs généralistes qui souvent n'avaient aucune idée du contexte dans lequel le projet de loi avait été élaboré. Ils n'avaient aucun contact avec le rédacteur législatif. Donc, ils faisaient une traduction à l'aveuglette. Ce type de traduction juridique-là porte généralement le nom de traduction en vase clos et maintenant rejeté. On n'utilise plus ça dans les différentes provinces qui adoptent leur loi dans les deux langues officielles. Et on est passé à deux autres modes de rédaction bilingue des lois. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous en parler. Donc, il y a ce que j'appellerais la Cadillac,
c'est-à-dire la co-rédaction qui est utilisée au gouvernement fédéral et aussi au Nouveau-Brunswick. Alors, pour chaque projet de loi, il y a 2 rédacteurs qui y travaillent, un rédacteur francophone et un rédacteur anglophone. Les 2 rédacteurs participent à toutes les réunions préparatoires, à toutes les consultations avec les ministères, etc. Et chacun prépare sa propre version du projet de loi, et ensuite ils s'assoient ensemble et ils réconcilient en quelque sorte la version française et la version anglaise. Et donc chaque version est rédigée selon le génie de la langue dans laquelle il est écrit, et cette version est écrite. Donc ça a cours au niveau du gouvernement fédéral depuis le début des années 80. Et le Nouveau-Brunswick a adopté le même système, le même mode de rédaction bilingue de ces lois. Évidemment, parce que les 2 rédacteurs législatifs doivent participer à toutes les réunions et tout ça, c'est coûteux comme système. Donc, il y a d'autres provinces qui ont adopté un système qui va peut-être pas tout à fait aussi loin, mais qui produit quand même de bons résultats. C'est le système qui existe en Ontario et au Manitoba. Donc, c'est la traduction française est préparée en tandem avec les rédacteurs législatifs ou avec les légistes anglophones. Donc, le rédacteur législatif ou le légiste va élaborer le projet de loi en anglais et le traducteur juridique, lui, travaille dans le même bureau, va traduire le projet de loi, mais pourra aller voir le rédacteur législatif pour poser des questions, pour obtenir des clarifications, ainsi de suite. Et donc, et chaque version d'un projet de loi est élaborée dans les 2 langues. Et quand ça fonctionne bien, quand les traducteurs juridiques ont un accès, un très bon accès au rédacteur législatif, ce genre de système peut donner de très très bons résultats. Donc, dans le cadre de ces nouvelles façons de rédiger les lois dans les 2 langues officielles, on a élaboré, on a mis au point de nouvelles techniques de rédaction. Parce qu'il y avait des techniques qui étaient utilisées dans le passé qui étaient simplement des copies conformes de l'anglais, mais qui n'étaient pas du tout fidèles à l'esprit de la langue française, qui ne respectaient pas l'esprit de la langue française. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples des nouvelles techniques qui ont été mises au point ou élaborées. Alors, dans le cas des définitions, vous savez qu'en anglais, en français aussi, dans les 2 langues, il y a 2 types de définitions législatives. Il y a les définitions que je qualifierais d'exhaustives ou de limitatives, qui disent le terme X veut dire telle chose et ça se limite à ça. Et il y a d'autres définitions qui, elles, vont simplement donner un ajout au sens ordinaire d'un mot. Alors, ce qui est utilisé en anglais pour faire la distinction entre les 2, c'est les termes means et includes. Donc, si on utilise en anglais le terme means, on va donner le sens d'un mot et ça s'arrête là. Si on utilise includes, généralement, c'est pour ajouter une précision, ajouter un sens qui ne fait pas partie de la compréhension générale d'un terme. Alors, traditionnellement, je dirais jusqu'aux années 70 ou 80, dans les textes fédéraux, par exemple, on rendait systématiquement means par signifie ou désigne, et on rendait includes par comprend. Alors, c'était une traduction littérale, une traduction sérieuse de l'anglais.
Maintenant, ce qu'on fait, c'est que dans le cas où le terme means est utilisé en anglais, en français, on va présenter la définition comme une définition de dictionnaire. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, pour véhicule automobile, on aurait quelque chose comme véhicule qui se déplace, etc., etc. Donc, on n'arrête pas de signifie, désigne au début de la définition. Et dans le cas des définitions qui en anglais commencent par include, on utilise généralement le mot s'entend notamment de ou ils sont assimilés. Donc, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. Je voudrais faire une parenthèse maintenant sur le jury courriel. C'est une série de capsules juridiques qui est publiée par le Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface. Ça a commencé à l'époque de l'Institut Joseph Dubuc, à la fin des années 90, donc ça fait déjà une vingtaine d'années que cette série-là existe. Et donc, à chaque année, il y a 4 ou 5 capsules juridiques qui sont envoyées aux abonnés. Et ça porte sur des difficultés ou des subtilités du français juridique en contexte de convenant. Et je rédige cette capsule juridique-là en collaboration avec une collègue de l'Université de Saint-Boniface, Carmen Roberge, qui est la directrice du programme de traduction à l'Université de Saint-Boniface. Et on a consacré un de nos jurys courriels à cette question-là, la question des définitions. Donc, si vous cliquez sur le terme définition, vous allez avoir accès à la capsule juridique qu'on a préparée. Ensuite, il y a la question de l'énumération verticale. Dans les textes législatifs, aussi dans les textes contractuels, vous allez souvent avoir une situation où, lorsqu'on veut qu'un ensemble de conditions s'applique, on va à l'avant-dernier paragraphe ou à l'avant-dernier alinéa en anglais utiliser le terme and. Et si on veut qu'une seule des conditions s'applique, on va utiliser plutôt le terme or. Alors, encore une fois, traditionnellement, dans les textes législatifs canadiens, on suivait servilement cette technique de rédaction et on mettait un « et » ou un « ou » à la fin de l'avant-dernier paragraphe ou de l'avant-dernier alinéa. C'est une technique qu'on retrouve nulle part ailleurs dans la francophonie. Et donc, on ne se sert plus de cette technique-là en français. Ce qu'on fait, c'est que dans le paragraphe introductif, on va faire ressortir ce qu'on appelle le caractère conjonctif ou disjonctif de l'énumération. Donc, on va dire la règle X, Y, Z s'applique si les conditions suivantes sont réunies ou si les conditions suivantes s'appliquent. Et là, c'est clair que c'est conjonctif, qu'il faut que l'ensemble des conditions soient remplies. Et dans le cas contraire, s'il s'agit d'une énumération disjonctive, donc une énumération où il faut que une seule des conditions soit remplie, là, on va avoir dans le paragraphe introductif quelque chose genre la règle X, Y, Z s'applique si l'un des critères suivants est rempli ou si l'une des conditions suivantes est remplie. Encore une fois, on a consacré un jury courriel à cette question-là. Si vous cliquez sur le lien l'énumération verticale et ses particularités, vous allez pouvoir trouver tous les détails. Donc, je continue. Pour ce qui est des obligations et des interdictions, encore une fois, ce qui est classique dans les textes législatifs et contractuels en anglais, c'est d'utiliser le terme shall quand il y a une obligation et d'utiliser le terme may quand il y a un pouvoir ou une faculté. Alors, encore une fois, traditionnellement, dans les textes de langue française au Canada, on utilisait le verbe devoir quand il y avait une obligation et le verbe pouvoir quand il y avait un pouvoir ou une faculté. Ce qu'on fait de plus en plus maintenant, mais c'est encore un peu critiqué, on utilise simplement le président, on utilise simplement le présent de l'indicatif. Alors, je ne sais pas moi, le propriétaire dépose son avis avant la fin du mois. Donc, la théorie derrière ça, ou le raisonnement derrière ça,
c'est que la loi ne parle pas pour rien dire. Donc, si la loi le dit, ça crée une obligation. Mais il y a quand même des circonstances où il pourrait y avoir une certaine ambiguïté. Alors, dans les cas où il peut y avoir une certaine ambiguïté, on va utiliser des tournures du genre, on peut utiliser le doigt, on peut dire le propriétaire doit, ou encore le propriétaire est tenu de, ou encore il incombe au propriétaire de. Donc, il y a une gamme de différents équivalents qui peuvent être utilisés selon le contexte, selon les circonstances. Et puis pour ce qui est du verbe mais, encore une fois, il peut se rendre par différents équivalents en français. Le verbe pouvoir fonctionne très bien. Mais il y a d'autres contextes où on pourrait dire le pouvoir de, ou on pourra se servir aussi de l'adverbe facultatif. Bon, maintenant je vais passer aux outils de travail en matière de rédaction juridique. Quelle heure est-il? Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais vous dire ça au tout début, que ça devrait être interactif. Comment ça s'est pas passé? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non, ça va? Est-ce que c'est parce que c'est clair ou parce que... C'est tout à fait clair, oui. Alors, ce que j'ai fait pour la rubrique qui vient, les outils de travail en matière de rédaction juridique, j'ai utilisé ça, comme je l'ai indiqué au tout début, en deux catégories. Donc, les outils linguistiques pour la rédaction juridique en général, bien sûr, en contexte de parlement. Et la deuxième catégorie, ou la deuxième rubrique, porte sur les outils en matière de droit de la famille. Alors, pour la première rubrique, je me suis beaucoup inspiré d'un très bon document qui est publié par le Centre de traduction et de terminologie juridique de l'Université de Moncton. Ça s'appelle Outils linguistiques pour la common law en français. Et donc, je vais prendre chacun de ces outils-là et vous le décrire. Ça aurait été bien si j'avais pu apporter des copies papier, et ça m'aurait pris au moins 4 valises. Et 2 porteurs. Alors d'abord, au niveau du cadre institutionnel, il y a le PAJLO dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, à l'origine, ça s'appelait le Programme national de l'administration de la justice dans les 2 langues officielles. Ce programme-là a une moins grande ampleur qu'auparavant. Pendant longtemps, il y avait un comité d'orientation du PAJLO qui se réunissait, je pense que c'est 2 fois par année. Et puis, il y a des gens là, que je vois, entre autres Roger, qui a participé à ce comité-là pendant plusieurs années. Donc, l'ampleur des activités du PAJLO a diminué, mais c'est quand même un programme qui est offert par Justice Canada et qui vise à favoriser l'accès à la justice dans les 2 langues officielles. En plus de ça, il y a des centres de jury linguistique. Alors, il y a le centre Paul-André Crépeau à l'Université McGill. C'est un centre qui s'est appelé pendant longtemps le Centre de recherche en droit privé comparé du Québec. Eux, évidemment, se concentrent beaucoup sur la terminologie civiliste de langue anglaise, mais ils ont aussi publié d'excellents dictionnaires du droit privé au Québec dans les 2 langues, en français et en anglais. Et dans la version anglaise, on retrouve la terminologie civiliste anglaise. Et je peux peut-être faire une petite parenthèse là-dessus très, très rapidement. Il y a un certain nombre de pays anglophones, de ressorts anglophones, qui sont régis par un système de droit civil. Alors, c'est le cas du Québec, où il y a quand même une population anglophone importante. C'est le cas aussi de la Louisiane, qui a son propre code civil. C'est le cas de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une présence hollandaise en Afrique du Sud, et donc c'est un système
civiliste d'origine hollandaise qui s'applique en Afrique du Sud. Il y a certains autres pays africains qui ont été colonisés à la fois par les Français et les Anglais. C'est le cas du Cameroun, par exemple. Alors, dans plusieurs pays, plusieurs pays de langue anglaise, on utilise un système de droit civil. Et on a élaboré, il y a déjà longtemps, une terminologie civiliste anglaise. Un pays très important où il y a un système civiliste, c'est l'Écosse aussi. Alors, on utilise dans ces pays-là une terminologie qui, pour les juristes de common law, semble tout à fait étrange. Ça semble venir d'une autre planète. Alors, par exemple, pour hypothèque, on n'utilise pas mortgage en anglais, on utilise hypothèque. Pour délit, on utilise delit. Pour une période de prescription, on ne parle pas du statute of limitations, on parle de prescription. Donc, il y a toute cette terminologie-là qui est une terminologie distincte et très originale, beaucoup basée évidemment sur des mots d'origine latine ou française. Alors, le centre Paul-André Crépeau, comme je viens de l'indiquer, a publié une série de dictionnaires en français et en anglais, mais l'anglais est basé sur la terminologie civiliste anglaise. Donc, se sert de ces termes étranges comme etc. Et en plus de ça, il y a des lexiques bilingues qui font le lien entre la version française et la version anglaise de ces dictionnaires. Donc, c'est vraiment fantastique comme ressource. En plus de ça, il y a le Centre de traduction de terminologie juridique de Moncton. C'est un centre qui a été créé à la fin des années 70 et qui a fait œuvre de pionnier dans l'élaboration d'une terminologie française de la common law. Il y a aussi le Centre de traduction et de documentation juridique de l'Université d'Ottawa qui joue un rôle semblable à celui du CTJ, mais c'est quand même pas, leurs mandats sont quand même pas identiques. Et il y a aussi le Centre de ressources en français juridique de l'Université de Saint-Boniface. C'est en quelque sorte le rejeton de l'Institut Joseph-Dubuc. Donc le centre continue à publier des lexiques dans différents domaines du droit et organise aussi des ateliers de formation, surtout pour les auxiliaires de la justice. Et il publie bien sûr le jury courriel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a un comité de normalisation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la normalisation de la terminologie française de la common law. Alors, il y a encore des travaux qui sont en cours. Il y a encore des nouveaux lexiques qui sont élaborés, qui sont publiés à intervalles plus ou moins réguliers. Et c'est beaucoup des représentants des centres de jury linguistique qui siègent à ce comité de normalisation. Alors, les espèces d'outils, les catégories d'outils, il y a d'abord des banques de terminologie, ensuite il y a des glossaires juridiques bilingues, ensuite des dictionnaires et enfin des guides de rédaction. Alors, je vais passer à travers chaque catégorie. D'abord, pour les banques de terminologie, il y en a 4 dont j'aimerais vous parler. Il y a le Termium, ensuite le Grand Dictionnaire terminologique, Juriterme et Terme. Alors, le Termium Plus, c'est un outil du gouvernement fédéral qui est absolument fantastique. On retrouve près de 4 millions d'entrées. Donc, pour chaque terme en français ou en anglais, ou même dans d'autres langues, comme l'espagnol ou le portugais, vous allez avoir l'entrée dans une langue, l'équivalent dans l'autre langue, et aussi un certain nombre de renseignements, un certain nombre d'éléments de contexte qui vont vous permettre de choisir l'équivalent qui convient bien dans un contexte donné. C'est un outil qui est accessible en ligne, qui est entièrement gratuit. Et il y a aussi un certain nombre d'autres outils de travail que vous pouvez consulter via le Termium Plus, entre autres le jury dictionnaire ou le guide du rédacteur, et je vais parler de ces ouvrages-là dans un moment. Alors, je vous recommande chaudement le Termium Plus. Ensuite, il y a le Grand Dictionnaire terminologique, le GDT,
C'est ce qu'on appelait anciennement la Banque de terminologie du Québec, ou la BTQ. Alors, il y a près de 3 millions d'entrées. Encore une fois, l'accès en ligne est gratuit pour tous. C'est une excellente ressource encore là, mais étant donné que c'est un outil québécois, c'est davantage axé sur la terminologie du Québec. Je parle dans le domaine juridique. Donc, dans le domaine juridique, c'est axé sur la terminologie civiliste davantage que sur la terminologie de la common law. Donc, lorsqu'on consulte des fiches, il faut toujours garder ça à l'esprit. Ensuite, il y a Juriterm. Ça, c'est une banque terminologique de la common law qui a été élaborée par le Centre de traduction et de terminologie juridique de l'Université de Moncton. Donc, environ 15 000 entrées dans le domaine du droit privé. Donc, encore là, on va trouver une entrée dans la langue de départ, un équivalent dans la langue d'arrivée et un certain nombre d'éléments de contexte qui vont nous permettre de choisir le thème qui convient le mieux dans un contexte donné. Et il y a le lexique ou la base de données ONTERM. Alors, c'est une base de données du gouvernement de l'Ontario qui porte sur la terminologie utilisée dans les différents ministères, dans les différentes sociétés d'État du gouvernement de l'Ontario. Ce n'est pas axé exclusivement sur la terminologie juridique, mais on retrouve quand même un bon nombre de termes juridiques. Et en plus de ça, je vais juste faire une petite remarque, je reviens. En plus de ça, il y a un lexique des lois et règlements de l'Ontario qui a été élaboré par le Centre de traduction et de documentation juridique de l'Ontario, où là, on retrouve toute la terminologie législative. Alors, si on se sert de ces deux outils-là en tandem, c'est très utile. Oui? Je me demandais, est-ce qu'il y a une hiérarchie parmi les différentes bases de données? Parce que dans le cadre de certains travaux universitaires, des fois, je consultais Termium et Juriterm et ils me recommandaient deux traductions complètement différentes. Je me demande laquelle je devrais prendre. Ça, c'est une excellente question. Juriterm, et ça j'aurais dû le mentionner tout à l'heure, Juriterm est davantage axé sur la réalité ou le régime législatif du Nouveau-Brunswick. Donc, lorsqu'on consulte les deux banques, il faut tenir compte de cet élément-là. Donc, je ne sais pas, moi, je vais juste utiliser un exemple qui me vient tout en tête. Là. Pour Statement of Claim, au Brunswick, si ma mémoire est bonne, on a retenu un équivalent un peu littéral, c'est exposé de la cause, je crois. Tandis que dans les autres provinces, on a utilisé un équivalent qui est inspiré du droit québécois, on a utilisé l'expression déclaration. Donc, si on consulte les deux banques à la fois, dans la banque du Nouveau-Brunswick, on va sans doute trouver exposé de la cause. Dans le dernier, on va probablement trouver déclaration, et là, dépendant du texte sur lequel on travaille, on va falloir choisir lequel des deux termes est le plus approprié. Est-ce que ça répond à la question? Mais il n'y a pas de hiérarchie là, en sens. En cas de divergence entre les deux, il y en a toujours une qui prime. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Il faut toujours, dans le domaine de la traduction, de la rédaction, toujours se servir de jugement. Des fois, les choix qu'on fait aussi pourraient être contestés. Voilà. Alors, pour les glossaires juridiques bilingues, bien, j'ai déjà parlé du dictionnaire canadien de la common law. Donc, il y a plusieurs lexiques qui ont été publiés au cours des années. Ça a commencé par un lexique sur la preuve, je pense, en 1984. Il y en a plusieurs autres qui ont été publiés au fil des années. Les travaux se continuent, même à l'heure où on se parle. Je n'ai pas l'intention d'entrer énormément dans les détails par rapport à ça. Mais je voulais simplement souligner que il y a un lexique qui a été publié sur le droit de la famille en 2013. Et donc,
ceux qui exercent en matière de droit de la famille, c'est vraiment un outil très précieux. Alors, pour ce qui est des glossaires bilingues du Centre de traduction et de documentation juridique de l'Université d'Ottawa, il y a le lexique des lois et règlements de l'Ontario, comme je le disais tout à l'heure, est un outil complémentaire par rapport à mon terme. Il y a aussi le lexique juridique des lois fédérales, donc la terminologie des lois fédérales est reprise dans le cadre de ce lexique-là. Et il y a aussi un lexique législatif de droit pénal, mais qui malheureusement existe seulement en format papier à l'heure actuelle. Pour ce qui est des dictionnaires, maintenant, il y a différents types de dictionnaires. Il y a des dictionnaires français généraux, dictionnaires de traduction, les dictionnaires de droit, les dictionnaires de latin juridique, et il y a un très bon dictionnaire de la comptabilité dont je voudrais vous parler. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous entretenir à ce sujet-là. D'abord, pour les dictionnaires français généraux, j'en ai énuméré quelques-uns. Il y a le Trésor de la langue française. C'est vraiment un outil fantastique. C'est un outil qui est très, très respecté à l'échelle de toute la francophonie. C'est un outil qui est beaucoup axé sur l'histoire, l'étymologie des mots. On recense beaucoup de sens pour un même thème. Il y a bien sûr le Grand Robert et le Petit Robert qui sont disponibles maintenant en version électronique. Mais en plus de ça, j'avais noté un certain nombre d'autres outils. Je vais vous en dire un mot. Alors, il y a le Larousse en ligne, qui est un très bon outil aussi de la langue courante. Et il y a deux dictionnaires québécois, le dictionnaire Antidote et le dictionnaire Usito, qui non seulement vont fournir la définition de thèmes, mais qui vont aussi souligner des difficultés du français en milieu canadien. Alors, je ne sais pas moi, si on prend le verbe canceller, alors, canceller, c'est un bel exemple de mot français qui est passé à l'anglo-normand, qui est passé à l'anglais, qui est revenu au français, mais qui est considéré en français maintenant comme un anglicisme. Donc, ma mère, par exemple, quand j'étais enfant, elle venait chez la coiffeuse et disait « J'aimerais canceller mon appointement ». Alors, deux anglicismes dans une seule phrase, canceller et appointement, mais deux anglicismes qui, au fond, sont des vieux mots français. Alors, donc, dans ces outils-là, Antidote et Usito, on va indiquer que c'est un terme qui est critiqué et on va suggérer d'autres termes qui pourraient être utilisés dans le contexte. Pour canceller, on va suggérer annuler. Et pour l'appointement, on va suggérer rendez-vous. Pour les dictionnaires de droit, il y a un dictionnaire fort intéressant qui s'intitule « La convenance de A à Z ». L'élément particulier de ce dictionnaire-là, c'est que c'est le seul dictionnaire de la convenance qui a été pensé, conçu et rédigé directement en français. Donc, ce n'est pas une traduction ou une adaptation de l'anglais, c'est quelque chose qui a été fait en français, de A à Z. Et c'est publié, entre autres, chez les éditions Yvon Blais. Et malheureusement, ça n'existe pas en ligne en ce moment. Peut-être que ça viendra un jour. C'est toujours dans la catégorie des dictionnaires de droit. Il y a le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid. C'est un excellent outil, mais c'est axé sur la terminologie québécoise. Donc, en matière de droit privé, ça ne s'applique pas directement pour nous, mais en matière de droit public ou de droit fédéral, la terminologie qu'on trouve est tout à fait pertinente. Et je voulais aussi souligner que pour ce dictionnaire-là, de Hubert Reid,
Il y a une adaptation numérique qui porte le nom de Jury Biscuit. Et ça figure sur le site du Centre d'accès à l'information juridique. Il s'agit d'un outil vraiment précieux. En plus de ça, il y a les dictionnaires qui sont publiés par le Centre André Guéraud. J'en ai parlé tout à l'heure. Le dictionnaire de droit privé qui a été publié à la fois en français et en anglais. Il y a des lexiques qui ont été publiés, entre autres, dans le domaine du droit de la famille. Et puis aussi, parmi tous les dictionnaires juridiques français, celui qui se distingue, c'est celui de Gérard Cornu qui s'intitule Vocabulaire juridique. Donc, c'est considéré comme la Bible pour ce qui est du droit français de France. Pour le latin juridique, des termes comme ab initio, et ainsi de suite, il y a plusieurs dictionnaires ou lexiques que vous pouvez consulter. Il y en a deux qui ont été élaborés au Québec dans les années 70 ou les années 80. Donc, un qui s'intitule Dictionnaire de maxime et locution latine utilisée en droit, et l'autre Élocution latine et le droit positif québécois. Il y a aussi un ouvrage français qui est publié par Alain Moyen. Puis, dans le domaine de la comptabilité, il y a un dictionnaire que tout le monde appelle le Ménard. Donc, c'est le dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière. C'est vraiment, vraiment un très, très bon outil pour ceux qui s'intéressent à la comptabilité, aux états financiers. Il y a aussi souvent de terminologie juridique qui est recensée dans le cadre de ce dictionnaire-là. Alors, c'est un ouvrage que je recommande chaudement à nouveau. Et les entrées du ménage sont intégrées dans le grand dictionnaire terminologique. Vous pouvez y avoir accès gratuitement par le biais ou l'intermédiaire du grand dictionnaire terminologique. Pour ce qui est des guides de rédaction, il y en a plusieurs. Je n'ai pas l'intention de parler de chacun d'entre eux, je vais juste faire la liste rapide. Donc, il y a le jury dictionnaire, il y a le guide fédéral de jury linguistique législative française. Ensuite, il y a le manuel de rédaction juridique, le jury courriel, le guide du correcteur et le petit dictionnaire des difficultés de la langue française. Donc, je vais vous dire quelques mots sur chacun de ces ouvrages. Alors, pour le jury dictionnaire, et on a accès au jury dictionnaire via Termium Plus, c'est vraiment un outil qui est très, très bien fait, très fouillé, très détaillé, mais pour être bien franc avec vous, un peu touffu aussi. Donc, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Si on cherche une réponse claire et concise, pas nécessairement le meilleur outil à consulter, mais on va trouver beaucoup d'informations. Un petit moment, s'il vous plaît. Alors, en plus du jury dictionnaire, il y a un guide que je vous recommande aussi très, très chaudement. C'est le guide fédéral de jury linguistique législative française. C'est un guide qui a été élaboré par Justice Canada au courant des années 80. Donc, je pense qu'au début, ça s'appelait le guide de rédaction juridique française. Maintenant, c'est un titre un petit peu plus compliqué, le guide fédéral de jury linguistique législative française, mais c'est un guide qui passe en revue un grand nombre de difficultés et qui suggère différentes techniques de rédaction. Alors, tout à l'heure, on parlait de la rédaction des définitions, la rédaction des énumérations verticales, etc. Donc, toutes ces règles-là sont recensées dans le guide et il est disponible en ligne. Alors, c'est un ouvrage de très, très grande qualité. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés cet ouvrage. Ensuite, il y a le manuel de rédaction juridique. Je vais me péter les bretelles pendant à peu près 30 secondes, vous me pardonnerez. C'est un manuel qui a été élaboré pour l'Institut Joseph Dubuc pendant les années 90.
donc j'avais reçu le mandat de rédiger un ouvrage sur la rédaction. Et puis, là-dedans, on parle de plusieurs des sujets dont je vous ai entretenu ce matin, mais aussi de différents modèles d'actes juridiques, de comment on rédige un mémoire, comment on rédige un avis juridique, comment on rédige un contrat, etc. Donc, ça contient beaucoup d'informations pertinentes. Et ça se trouve dans le portail Jurisource, donc vous pouvez y avoir accès facilement. Je vais parler du portail Jurisource juste dans un moment. Et il y a également le jury courriel dont je vous ai déjà parlé, donc je vais aller voir là-dessus. Au niveau du droit, je pense que je vais sauter. Le guide du rédacteur, alors ça, c'est un guide qui a été élaboré à l'intention des fonctionnaires fédéraux. Dans sa première version, ça s'appelait le guide du rédacteur de l'administration fédérale. C'est un outil qu'on peut consulter via Termium Plus. Et encore une fois, c'est très, très bien fait. Alors, si vous avez besoin de rédiger une note de service, par exemple, vous allez pouvoir y trouver plusieurs consignes tout à fait pertinentes. Dictionnaire concurrent, je vais sauter. Le multidictionnaire, c'est un ouvrage qui est très bien connu, particulièrement au Québec. C'est publié par Mme Marie-Éva de Villers. Je ne sais pas comment prononcer son nom, je m'excuse. Mais elle a gagné plusieurs prix, elle a été décorée à plusieurs reprises. Et donc, c'est un dictionnaire qui, encore une fois, va souligner les difficultés de la langue française en contexte canadien ou québécois. Juste un mot sur les portails utiles. Donc, il y a le gouvernement fédéral, plus particulièrement le Bureau de la traduction, a lancé il y a 3 ou 4 ans le portail linguistique du Canada. Donc, toutes sortes de ressources linguistiques auxquelles on peut accéder via ce portail-là. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Il y a l'Office québécois de la langue française, évidemment, qui est très actif et qui publie divers lexiques, qui fait aussi des recommandations terminologiques qui connaissent un très, très grand succès. Par exemple, le mot courriel, ça a été recommandé par l'Office de la langue française. Les Français disent un mail. Et nous, on a inventé un courriel à partir de courriel électronique. C'est très beau, c'est passé dans l'usage. C'est aussi l'Office de la langue française qui a recommandé le terme pourriel pour les courriels qu'on reçoit, qui viennent d'un peu partout, ils sont à chaque. C'est un des termes canadiens. Et puis, je vais terminer en parlant de Jurisource. Jurisource, c'est un outil qui a été créé en bonne partie par l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. C'est un portail sur lequel on retrouve toute une gamme d'outils, alors des modèles d'actes juridiques, des capsules linguistiques, de la jurisprudence, etc. Évidemment, il y a beaucoup de ces outils-là qui viennent de l'Ontario, parce que ça a été mis sur pied par la GEFO, mais beaucoup du contenu qui est tout à fait pertinent pour les juristes de commandement à l'échelle de tout le pays. Et les modèles d'actes juridiques dont on va parler tout à l'heure sont tirés justement de Jurisource. Alors, maintenant, je vais passer aux outils pour le domaine du droit de la famille. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de passer à travers toute la liste. Mais il y avait quand même un certain nombre d'éléments que je voudrais souligner. D'abord, je voudrais donner un peu l'historique, le contexte des modèles d'actes juridiques en français en contexte de contexte. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, après l'adoption de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick en 1969, on a commencé à avoir une terminologie française de l'encombrement et les praticiens du droit ont commencé à rédiger des actes juridiques en se servant de cette terminologie-là. Mais il y avait très peu de modèles. Il y avait peut-être des régions en
l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, où les avocats avaient rédigé des actes juridiques en se servant de la terminologie qu'ils avaient à leur disposition, mais il n'y avait pas du tout d'uniformité ou de cohérence. Donc, à partir de la fin des années 70, début des années 80, il y a des efforts importants qui ont été créés qui ont été déployés, pour créer des modèles d'actes juridiques. L'AGFO, en particulier, a été très, très active à élaborer le guide du praticien de l'Ontario, et ça portait sur différents domaines du droit, droit commercial, droit de la famille, droit des testaments, etc. Malheureusement, cet outil-là n'a pas été gardé à jour au courant des années, et donc maintenant, c'est plus vraiment un outil très fiable, mais on peut quand même s'en inspirer. Et ce guide-là, malheureusement, ne figure pas sur Internet, on peut seulement l'obtenir en copie papier. En parallèle à ça, au Nouveau-Brunswick, ce sont les praticiens eux-mêmes qui ont élaboré des modèles d'actes juridiques et qui ont publié des recueils de modèles, et ça continue à se faire. Mais évidemment, c'est beaucoup axé sur la réalité au Nouveau-Brunswick. Alors, en dehors de ça, il y a un certain nombre de modèles qui circulent. Il y en a beaucoup qui se trouvent dans le portail jurisource.ca, mais c'est toujours un peu une épine au pied. Quand on organise des réunions de juristes d'expression française, c'est qu'on fait comme un genre d'état des lieux, c'est quelque chose qui revient constamment. Parce que souvent les avocats sont en mesure de rencontrer leurs clients, de discuter avec eux leur dossier, etc. Quand vient le temps de rédiger un acte juridique en français, alors qu'ils ont déjà un modèle très bien établi en anglais, ça prend beaucoup de temps et d'efforts pour préparer la version française. Et ça augmente aussi le compte d'honoraires pour le client. Et aussi, une des difficultés qu'on a rencontrées au Manitoba, je présume que c'est la même chose ailleurs au pays, c'est que les avocats nous disent « OK, tu nous donnes un modèle qui vient du guide du praticien de l'Ontario ou qui vient du Nouveau-Brunswick, mais moi, dans mon bureau, j'ai un beau modèle de procuration dont je me sers tout le temps, puis je voudrais avoir la version française du modèle de procuration de mon bureau. » Et là, si on fait ça pour 15 cabinets différents, ça devient carrément impossible. Alors, c'est un des dossiers, je pense, sur lesquels la Fédération des associations de juristes travaille, mais il n'y a pas de solution magique. Ça prendrait un investissement de la part du gouvernement fédéral, un investissement massif. Hier soir, pendant sa conférence, Renan parlait des progrès de la technologie, il parlait de l'intelligence artificielle, il parlait du logiciel TIPA. Peut-être qu'au fil des ans, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire en partie de manière automatique, mais ça demeure quand même un problème en ce moment. Alors, ce que j'ai fait pour cette partie-là de ma présentation, c'est que je suis carrément allé dans Jurisource, puis j'ai fait un relevé de tous les modèles qu'on y trouve. Alors, si vous allez dans Jurisource avec les titres que j'ai indiqués, vous allez pouvoir retrouver ces différents modèles d'actes juridiques. C'est 2 minutes, c'est ça? Oui. 2 minutes. Bon, alors, en 2 minutes, je vais conclure. Une minute pour envoyer des fleurs à Reynald. Reynald, pas tout seul, mais Reynald en grande partie a fait un travail absolument magnifique pour faire adopter des garanties linguistiques, faire intégrer des garanties linguistiques dans le projet de loi C-78. Ça remonte à une recommandation du commissaire au logiciel de 1995. Puis ensuite, il y avait une recommandation du comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes en 1998. Évidemment, ça avait dormi sur une tablette à quelque part à Ottawa. Et là, ils ont réussi à raviver le dossier, à convaincre les députés que c'était une bonne idée. Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire. Alors,
Bravo Rénal, bravo à votre équipe. Et puis, le mot de la fin, j'ai demandé à Rénal de préparer des copies de différents modèles d'actes juridiques dans le domaine du droit de la famille. Alors, un accord prénuptial, une entente de séparation et un modèle de convention de médiation. Alors, ça se trouve sur Jurisource, mais on a quand même des copies papier pour tout le monde. Et puis, peut-être un dernier petit mot. Dans ma présentation, j'ai aussi abordé un certain nombre de difficultés terminologiques qui font l'objet de jury courriels. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on dit common law spouse? C'est pas un conjoint de common law, c'est un conjoint de fait. Alors, si j'avais plus de temps, j'aurais aimé aborder ces questions-là avec vous, mais les jurys courriels se trouvent là et sont très complets. Donc, si je comprends bien, mon temps est épuisé, mais moi, je suis en pleine forme. Je vous remercie de votre attention et